Bienvenue à tous. Merci beaucoup pour cette deuxième édition d'un webinaire du séminaire Health de santé Health de l'Institut d'immigration. Donc, nous avons le plaisir. Alors, je rappelle les règles générales, c'est que la personne qui parle met sa caméra pour qu'on puisse la voir, évidemment son micro, et toutes les autres éteignent leur micro au moins. Nous avons donc chaque intervenant a un quart d'heure de présentation et ensuite il y a 10 minutes de questions. Et donc nous commençons avec une présentation de Francesca Sirna du centre Norbert Elias sur C'est l'enfer, la pandémie de Covid-19 et les soignants à diplôme étranger dans la région sud. Donc Francesca, c'est à vous. Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Donc je commence. Oui. Voilà, moi je travaille sur les personnels soignants à diplôme étranger, européens et non européens en France, dans la région sud. Mon travail a été un peu bouleversé par cette pandémie. Donc aujourd'hui, je vais vous centrer mon intervention sur quelques aspects des statuts de médecins à diplôme étranger, un engouement médiatique pendant la pandémie. Qu'est-ce que ça a comporté au niveau de l'enquête, la pandémie, et puis je vais laisser plutôt le temps, la parole aux soignants et à leur perception de la crise. Et ensuite, quelques pistes de réflexion sur qu'est-ce qui se passera après. Donc, les médecins à diplôme étranger ont des statuts particuliers créés ad hoc pour eux, et ceci détermine des contrats précaires, renouvelés et pas toujours dans les mêmes hôpitaux. Donc, ils sont obligés souvent de se déplacer dans d'autres hôpitaux ou dans d'autres villes. Donc, ils ont une mobilité géographique à l'intérieur de l'Hexagone assez importante. Ils souffrent aussi d'emplois du temps très chargés, avec des gardes répétés, en dérogation à la législation nationale et européenne sur les emplois du temps. Et les revenus sont souvent inférieurs par rapport aux collègues titulaires d'un diplôme français. Pendant la pandémie, ils ont été en fait au cœur de cette crise et ont permis souvent à des services de pouvoir répondre à l'afflux de malades. Et soudainement, les médias les ont découverts, alors que c'est un phénomène qui est présent en France depuis les années 80. Et plusieurs articles, une pétition ont été publiés et la pétition lancée, avec aussi par exemple des dossiers de Le Monde qui m'avaient aussi sollicité. Et personnellement, c'était très intéressant pour moi de voir comment soudainement tout le monde découvrait ces médecins étrangers qui font tourner les hôpitaux à moindre coût. Et par contre, moi, je n'ai pas pu m'y rendre. Donc, j'ai continué à faire mes entretiens par téléphone, et avec un certain nombre de médecins et de soignants que j'avais déjà rencontrés, avec qui j'avais déjà établi un rapport assez fort, et donc des coups de fil hebdomadaires qui sont devenus en fait des moments de défoulement pour ce personnel, plus que des vrais entretiens. Et que j'avais aussi je ne savais pas trop comment gérer ça. Parce qu'on passait d'un discours très posé, des entretiens parfois assez distants, avec des récits très intimes et très émouvants aussi. Donc là, je ne sais pas si vous lisez, c'est un extrait d'un entretien avec une infirmière qui raconte son désarroi, parce qu'en fait, surtout les médecins à diplôme étranger et les soignants, les infirmières,
elles ne vivent ou ils ne vivent pas toujours dans la même ville où ils travaillent. Et donc, au moment de la pandémie, ils ont décidé de rester sur place afin d'éviter des temps de transport et une fatigue supplémentaire, mais aussi afin de protéger leurs proches. Et donc, cette distance avec la famille était quelque chose de très pesant, surtout pour ceux et celles qui avaient des enfants en bas âge et pour qui c'était compliqué de comprendre pourquoi maman et papa ne rentraient pas le soir. J'ai un écho dans l'oreillette. Donc, et ce sentiment de culpabilité de ne pas être là, et s'ils étaient là, d'être cause de contamination. Et pareil aussi, ce manque de moyens, surtout au début de la pandémie, avec le fait de ne pas être testé, de ne pas savoir si on était porteur ou pas, si on pouvait être un danger pour les patients ou pour les proches. J'ai aussi des témoignages de médecins. Là, c'est un médecin italien qui dit en fait, ils étaient déjà assez fatigués par la surcharge de travail, mais aussi les manifestations, en fait, tout ce qui se passait à l'hôpital déjà avant le Covid. Et ce médecin exprimait plutôt une grosse colère, c'est-à-dire qu'il se voyait en fait sur le front comme au combat, mais sans les moyens. Et avec des politiques publiques qui n'ont fait que démanteler ce service public. Et c'est lui, en fait, qui a utilisé l'expression « c'est l'enfer » pour décrire, et ça, j'ai pas rajouté l'extrait, mais en fait, tous ces morts, en fait, ces cadavres, il parle de cadavres, étaient choquants. Il disait « on n'est pas prêt à vivre ça, parce qu'à l'hôpital, c'est pas ce qu'on fait, on n'est pas des médecins de l'armée. » Et donc, il parlait vraiment en termes de bataille et de guerre. Donc, je vais maintenant aborder la question des différents statuts. Donc, ceux qui ont un diplôme non européen et qui donc occupent souvent ces positions précaires et qui ont cette mobilité géographique interne assez importante. Et puis, le personnel à diplôme européen qui a, dans une première phase du parcours professionnel, les mêmes caractéristiques, mais qui arrive à une reconnaissance de diplôme assez rapidement. Donc, pour les personnels à diplôme non européen, en fait, l'épreuve du Covid, donc la distance avec la famille, est une épreuve supplémentaire d'un parcours d'insertion et de reconnaissance très long et très éprouvant. Et ils sont très inquiets par rapport au futur, leur statut, qu'est-ce qu'ils vont devenir. D'un côté, il y a eu en fait le gouvernement a assoupli les conditions pour l'exercice pour ces médecins. Donc, ils ont vécu ça comme un espoir possible d'une reconnaissance plus rapide de leur statut. Mais en même temps, dans cet assouplissement, on voit, et je vais le dire dans les conclusions, quel type de positions ils peuvent occuper, et ce sont toujours des positions subalternes. Par contre, la prise de conscience des collègues et des patients du rôle joué par eux les a vraiment confortés du fait que peut-être la situation pouvait changer. Et peut-être cela serait une source de diminution de discrimination, parce qu'ils se voient souvent discriminés et par l'organisation hospitalière, mais aussi parce qu'ils ont des carrières moins ascendantes, mais aussi parfois par les patients ou par le personnel soignant même qui ne reconnaît pas leurs compétences. Pour le personnel à diplôme européen, en fait, la connaissance de systèmes de santé proches, de pays limitrophes proches, et parfois moins performants, induit une mise à distance en perspective de la situation française en disant oui, c'est une situation grave, mais par rapport à d'autres pays, on s'en sort mieux. Et
ils ont aussi fait de pont entre les hôpitaux dans les pays d'origine et leur lieu de travail en termes d'échanges sur les protocoles qui n'existaient pas au début, et aussi pour l'hospitalisation de patients dans des hôpitaux, par exemple des patients italiens qui ont pu être hospitalisés dans les Alpes-Maritimes. J'ai un contact avec des médecins parce que mon enquête est vraiment dans la région sud. Et cette prise de conscience collective, ils la vivent aussi comme une possible chance de pouvoir avoir des carrières plus ascendantes et d'avoir des postes à responsabilité. Alors, la question que je pose à chaque fois, c'est qu'est-ce que vous envisagez pour l'après-pandémie? Et ils sont tous assez pessimistes dans le sens que ils craignent qu'en fait que ce Ségur n'apporte pas un vrai investissement des autorités dans les politiques publiques de santé, donc des investissements massifs, c'est ce qu'ils attendent surtout. Au moment de la pandémie, au moment du pic de la pandémie, en fait, les cliniques privées, les cliniques privées ont aussi pris en charge des malades, ont organisé des soins intensifs assez rapidement. Et pour les médecins hospitaliers, c'est un signe de la possible accélération de démantèlement du service public vers une privatisation, puisque les cliniques privées, puisque le secteur privé a démontré la performance et la capacité à gérer aussi ces cas difficiles. Puis moi, le dernier point, c'est ma réflexion en fait sur l'assouplissement des conditions d'exercice et le fait que ces praticiens à diplôme hors Union européenne surtout peuvent occuper des positions très subalternes comme celui de les COSP, c'est-à-dire les collaborateurs occasionnels de services publics. Ça serait un statut proche celui de aide-soignant ou alors infirmiers. Souvent, ils sont embauchés en tant qu'infirmiers dans les EHPAD, mais tout en exerçant leurs compétences médicales et toujours à des coûts moindres par rapport à des collègues à diplôme français ou européen. Et voilà, je crois que j'ai atteint mes 14 minutes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Francesca. Donc, la discussion est ouverte. Vous pouvez lever donc la main avec le petit outil lever la main et voilà. Et normalement, je vous vois et je vous donne la parole. Pas de questions. Tout était clair. Tout le monde est sous le choc. Maria. Pardon, j'arrive pas à trouver la petite main sur Zoom, mais C'est pas grave. oui, je voulais demander s'il y a eu pendant la période du confinement des appels, des pétitions pour justement une intégration un peu plus pleine et entière des médecins étrangers dans le corps médical français. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu évoquer avec les personnes que tu as interviewées? Oui, ça a été évoqué lors des appels téléphoniques et c'était pour eux un point très positif comme un signe d'espoir d'une possible intégration. Mais la réponse qui a été donnée avec cet assouplissement et la relégation vers des positions très subalternes a été comme un retour de situation en disant oui, alors on nous accepte comme une réserve de main-d'œuvre à bas coût et parce qu'en fait, ils sont embauchés en tant qu'infirmiers ou aides-soignants, tout en exerçant les compétences médicales. Donc, c'est à voir qu'est-ce que ça donnera dans les mois prochains. Mais les personnes avec qui j'ai pu échanger, ils sont très pessimistes, vu déjà la situation, enfin les années, ce que le gouvernement promet et ne réalise pas. Donc, ils sont assez pessimistes.
Mais est-ce qu'il y a une mobilisation des médecins étrangers pour essayer de s'organiser un peu collectivement pour Ils défendre sont ça? déjà organisés et périodiquement, on les voit dans des manifestations, des grèves. Là, c'est vraiment un coup de projecteur sur leur situation au cours de la pandémie. Ils ont peur qu'une fois que la pandémie sera passée, rien ne sera fait. Mais oui, ils sont toujours mobilisés. Ce qui change actuellement, c'est que c'est une prise de conscience des autorités, mais aussi de l'opinion publique et des collègues, parce que c'est rare que les collègues soutiennent ce type de revendications et de manifestations. Donc, c'est une situation qui a un devenir, donc j'attends de voir, mais d'un côté, ils ont cet espoir-là, et très contents de cette reconnaissance médiatique, mais aussi des autorités et des patients et des collègues. Mais voilà, vu le passé, ils craignent que ça sera quelque chose qui ne sera pas réalisé tel qu'ils le souhaitent. Un autre commentaire, une autre question. Si vous ne trouvez pas le petit lever la main sur Zoom, mettez votre caméra, hein, et puis peut-être en attendant d'autres questions. Moi, j'aurais une question, Francesca, c'est comment, pour toi, quelle suite envisages-tu par rapport à cette étude, à voilà, la valorisation de ce que tu as observé? Alors, j'ai donc avec Simeng Wong, on a coécrit une contribution pour la newsletter du réseau thématique de l'ESA en sociologie de la santé et des maladies. Moi, je continue mon enquête pour l'instant à distance, en attendant de pouvoir retourner les voir. Et ensuite, j'ai écrit aussi une contribution pour le European Sociologist. Mais là, je n'ai pas du tout fait. En fait, je me suis lancée dans une autre forme d'écriture, de retranscription d'un entretien. Parce que c'est l'entretien de Sonia, l'infirmière, et donc j'ai voulu laisser la parole parce que c'était à chaud et je pense que j'ai besoin d'attendre que cette période soit un peu plus loin pour essayer d'en faire une analyse plus détachée. Actuellement, les coups de fil pour moi sont des moments très riches, mais en émotions. Et j'ai encore du mal à prendre, là c'est la première fois où je présente ça, j'ai essayé de mettre à distance parce que j'en ai aussi été atteinte par ces récits, les récits des corps, des gens qui meurent seuls, du désarroi, de la fatigue, des conditions de travail avec les masques, la transpiration, ne pas pouvoir s'arrêter, ne pas pouvoir aller aux toilettes. Et tous ces récits, je ne sais pas encore... Enfin, je me vois plutôt comme un moment de défoulement pour ces soignants et il faut que j'en fasse quelque chose, mais c'est trop frais pour moi. Donc, j'ai besoin de temps aussi pour prendre cette distance. Merci. Parce que, en fait, ma question, je trouve que ce qui nous pose question à nous chercheurs pendant cette épidémie et cette urgence, c'est voilà, quel est notre rôle dans ce temps court de l'urgence. Et par exemple, par rapport au Ségur, voilà, qui va être un moment important pour les professions de santé et dont tu nous as dit que finalement, ils étaient assez pessimistes, ces médecins, sur ce que ça allait pouvoir leur apporter. Est-ce que, enfin, c'est une question que je pose et que je me pose aussi, est-ce que nous, les chercheurs qui observons les choses, on peut apporter quelque chose dans ce temps très politique, voilà, ou est-ce qu'il faut rester dans notre calendrier de long de la recherche? C'est la question que je me pose. Et pour le dossier Le Monde sur les médecins étrangers, j'ai été contactée, donc j'ai envoyé de la documentation, on m'a fait un entretien un interview de 45 minutes. Je n'ai pas été citée une seule fois dans le dossier. Donc, c'est toujours ma crainte par rapport à
quel est notre rôle et comment notre travail peut être aussi utilisé. Voilà. Et la journaliste, parce que je lui ai écrit en disant, ben, moi je vois, c'est pas pour une reconnaissance, c'est juste un temps que j'ai passé. Et elle me dit, vous étiez cité dans une première version, puis on a coupé, et voilà. Et ce travail de journalisme, je ne sais pas le faire, je n'ai pas envie de le faire non plus. Et je me dis que la différence, c'est que je vais prendre le temps de réfléchir. Par contre, des posts comme des collègues font ou participer au blog de mon centre de recherche, ça, je vais bien le faire. Mais je sais qu'à ce moment-là, ça sera juste ma voix et pas une instrumentalisation de ma voix. Voilà. Mais c'est une question que je me pose d'un point de vue voilà, de l'éthique professionnelle. Merci. Alors, il y a Claire Leno qui avait... donc Claire et puis Maria ensuite. Vas-y, Claire. Bonjour, je vous remercie d'abord pour cette présentation, c'était très intéressant. À propos de la reconnaissance de l'apport de ces médecins étrangers et de ces soignants plus largement étrangers, justement, je me demandais si vous aviez eu le même type de discours de la part des infirmiers étrangers exerçants. Et j'avais une deuxième question, parce que du coup, pendant le confinement... Alors moi, je travaille sur les infirmiers diplômés hors Union européenne. On s'est rencontrés déjà. Voilà, c'est ça. Et donc, pendant le confinement, j'ai aussi fait des entretiens, mais avec des infirmiers qui, du coup, n'ont pas leur diplôme de reconnu encore, qui sont en processus de requalification ou même qui ne sont même pas encore dans la formation, et qui essayaient très individuellement, qui voulaient justement faire des pétitions ou s'organiser collectivement pour faire reconnaître leurs compétences, mais qui ne trouvaient pas, au contraire de médecins, de groupe auquel se rattacher pour faire reconnaître leurs compétences. Donc, je me demandais plutôt du côté des infirmiers, comment ça se passait. Est-ce que les infirmiers avaient ce genre de demande? Est-ce que ça ressortait dans les entretiens? Voilà. Oui, ils sont dans une situation moins favorable par rapport aux médecins, effectivement, parce qu'il n'y a pas un collectif et parce que leur diplôme n'est absolument pas reconnu et il n'y a même pas de possibilité de l'avoir reconnu. Ils doivent repasser le diplôme d'État. Effectivement, moi, les infirmiers que j'ai rencontrés, enfin, diplômés infirmiers avec un diplôme étranger, travaillent à l'hôpital en tant qu'aides-soignants. Et donc, en ce statut-là, pendant la pandémie, j'ai un contact avec une parmi les gens que j'ai déjà pu voir, rencontrer. Et effectivement, elle me disait peut-être que ça va marcher mieux pour les médecins. Donc, que pour nous. C'est-à-dire qu'ils se sentent absolument oubliés ou pas pris en compte, d'autant plus que souvent les infirmiers, ce sont des médecins à diplôme hors Union européenne qui sont embauchés en tant qu'infirmiers. Donc, il y a un déclassement en échelle, je dirais, et donc, ils ne se voient absolument pas prioritaires par rapport aux médecins. Donc, oui, il y a eu ce discours de dire de toute manière, on n'est pas solidaire entre les différentes catégories et nous, on sera encore oubliés par cet assouplissement. Je ne sais pas si pour vous, c'est pareil. Oui, si. En fait, moi, j'ai revu ça aussi parce qu'il y a un infirmier qui a trouvé ma recherche en fait, sur Internet qui m'a contacté suite au discours d'Édouard Philippe sur l'ouverture, enfin l'accès au système de santé aux médecins diplômés hors Union européenne dans les dom-tom et qui lui du coup s'est renseigné sur est-ce que c'était la même chose, est-ce qu'il y avait des procédures similaires pour les infirmiers, est-ce qu'enfin ils pourraient accéder au système de santé français, et non, effectivement c'était pas le cas. On arrive au bout de... Alors, Maria, si tu avais un petit commentaire, une petite question. J'avais juste un tout petit commentaire sur le point de Francesca sur, le point que vous avez évoqué toutes les deux sur quelle est notre position de chercheur et comment on peut, qu'est-ce qu'on peut faire de ces recherches, disons, à plus grande échelle. Alors, je voulais juste dire que l'Institut Convergence Migration n'est pas une agence de lobbying et de plaidoyer, loin de là, mais on essaye quand même un tout petit peu de faire connaître les recherches dans les domaines dans lesquels travaillent l'ensemble des chercheurs affiliés. Et là, pendant la période du Covid-19, il y a eu quand même 2 numéros de facto, qui est un peu notre outil de communication grand public et aussi vis-à-vis des médias et qui est quand même un petit peu relayé.
qui est aussi relayée vers les institutions. Et peut-être que c'est là où il faudrait qu'on ait une réflexion collective un tout petit peu plus construite sur... enfin voilà, parler aux journalistes, c'est une chose, mais aussi on est, pour un certain nombre d'entre nous, aussi impliqués dans différents types d'institutions. On a des contacts avec Santé publique France, avec peut-être le ministère de la Santé, etc. Il faudrait peut-être aussi qu'on arrive à organiser des rencontres entre chercheurs et institutionnels de manière plus formelle, je ne sais pas. Mais bon, voilà, on n'est pas une agence de lobbying. Enfin, le lobbying est un travail très difficile et très prenant et on ne va pas se transformer en ça. Mais en tout cas, donner de la visibilité à ces travaux. Parce que c'est vrai que, par exemple, là où en Grande-Bretagne, il y a un débat sur la mortalité des médecins étrangers, enfin, des soignants étrangers en général, etc. En France, on a complètement éludé le sujet. Alors déjà, de la mortalité et de l'impact du Covid sur les immigrés en général, mais sur la position particulière des soignants, enfin, ça a quand même été assez passé sous silence. Or, avec ce que tu nous as présenté et d'autres types d'enquêtes qui ont eu lieu, on peut penser que ce sont des publics qui ont été particulièrement exposés et pour lesquels peut-être les conséquences de l'épidémie peuvent être plus importantes. Voilà. Tout à fait. Donc, discussion à poursuivre. Merci beaucoup, Francesca. Je voulais remercier de m'avoir donné cette opportunité de présenter mon travail à Maria et Anne. Merci beaucoup. Merci. On va passer à Jézine Sturm et Rachid Oulahal qui vont nous présenter premier retour sur le volet français de l'étude Apart Together, l'impact du Covid-19 chez les migrants et les réfugiés. Voilà, donc vous avez un quart d'heure. Très bien. Est-ce que... Attendez. Juste que ça. Voilà, ça marche. Alors, nous, c'est une étude qu'on présente qui, bien sûr, que ça s'inscrit dans les mêmes réflexions. Qu'est-ce qu'on fait quand on est pris dans une situation où on n'a pas le recul pour construire tranquillement une recherche comme on voudrait peut-être faire et en même temps, on veut réagir à une situation où on pense... quelque part quand même une recherche très engagée, c'est à se dire il faudrait peut-être trouver des manières de documenter l'impact du Covid sur les migrants et réfugiés en pensant notamment à ceux qui sont les populations les plus vulnérables. Hein. Alors, la recherche, c'est une recherche qui est en cours et nous, on est porteurs là du volet français, mais c'est une recherche, alors elle a été lancée peut-être par l'équipe de l'Université de Gand. Hein, c'est Ilse Derlin qui a beaucoup travaillé notamment sur la santé, le bien-être, la résilience des enfants réfugiés, les mineurs non accompagnés. Et ça s'est construit sur la base d'un réseau existant. Et alors, cette improvisation, c'est une recherche qui se mène sans budget. Voilà. Alors, ça a fait aussi qu'on l'a lancée en cours de route. C'est une recherche qui est effectuée en ligne à partir du 26 avril. Alors, on était à peu près au milieu de la période du confinement. Et on a pris une définition assez large. Pareil, c'est en termes scientifiques, il y a plein de choses à dire. On a dit, OK, les migrants et les réfugiés, avec une attention particulière pour ceux qui sont plus fragiles. Alors, l'idée, c'était d'essayer d'avoir accès à des données concernant ceux qui sont les plus fragiles et difficiles d'accès, sans faire une définition qui nous exclut trop de situations. Alors, les réseaux qui le font, là, j'ai une liste qu'on peut peut-être après, quand c'est en ligne, vous pouvez regarder tranquillement. C'est plutôt pour montrer, c'est un réseau relativement étendu. Alors, ceux qui sont le moteur, c'est l'équipe de Gand en Belgique. Et il y a aussi Morten de Danemark, je crois que Maria connaît, qui était très actif. Et c'est un peu les pays aussi où il y a le plus de données qui participent. Et on a fait un travail fou un peu aussi, on n'avait pas de moyens, alors on a essayé par nos réseaux de trouver des gens qui traduisent pour les langues qui nous semblaient les plus importantes des populations à toucher. Là aussi, il y avait des choses où on était frustrés, il y a des langues qui nous manquaient ou qui sont arrivées un peu tardivement. Alors tout ça, ça a eu un impact sur nos données, bien sûr. Alors,
Voilà, l'objectif de la recherche, c'était d'explorer. C'est vraiment une étude descriptive, exploratoire sur les risques potentiels et les facteurs de protection pour le bien-être psychologique des réfugiés et des migrants, avec l'idée éventuellement, qu'on a de plus en plus en tête de partir de cette étude pour le volet français pour faire peut-être après une étude qualitative où on peut creuser un peu plus. Pour vous donner une idée de ce qui est exploré, alors il y a des données sociodémographiques, où il y avait des choses aussi, où il y avait des surprises. Par exemple, on avait décidé des catégories que Rachid va montrer tout à l'heure sur qu'est-ce qui est la résidence. Après, il y avait des choses où on s'est dit, mais mince, on aurait dû faire plus fin pour mieux distinguer les situations. On avait un exemple, c'était en appartement ou maison, c'était une catégorie, mais appartement, c'était aussi des gens qui sont dans un appartement, mais qui sont logés pendant une période dans des situations parfois très précaires. Alors, il y avait un peu des choses, après quoi on s'est dit, il faudrait creuser plus. Et après, les autres aspects, c'était des problèmes et inquiétudes liés directement au Covid ou au confinement. Et après, le bien-être et le lien social, le bien-être psychologique, la stigmatisation sociale et discrimination et le coping. Alors, tout ça passe sur des questionnaires existants parce qu'on avait aussi une population difficile. Il y a quelqu'un qui n'a pas coupé le micro, je crois. Et on ne voulait pas faire un questionnaire trop long, ça n'aurait pas été faisable. Alors, on s'est inspiré des études existantes, mais ce n'est pas des questionnaires complètes, validés qu'on a utilisés. Alors, je crois que là, je passe la main à Rachid pour décrire un peu ce qu'on a eu. Elle est encore en cours, mais ce qu'on a eu juste ici pour avoir un peu une impression. Merci Gesine. Donc, bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter donc, un état des lieux des données qu'on a sur cette étude pour la France. Donc, avant, on voulait vous présenter un peu où est-ce qu'on en est du recueil de données. Donc, il va se poursuivre jusqu'à la fin du mois de juin. Donc, pour le moment, effectivement, en Belgique, ils ont 1648 participants. Et le Danemark 625, comme disait Gesine, c'est les deux pays où il y a eu quand même un gros travail et un réseau probablement existant qui a permis d'adresser un nombre important de participants. Pour le moment, en France, nous, on a 351 personnes qui se sont donc connectées au questionnaire, mais vous verrez qu'ensuite, quand on fait le tri, bon, il y a beaucoup de gens qui sont connectés, mais qui n'ont pas réellement répondu au questionnaire. Donc voilà. Mais en tout cas, on a 351 personnes qui se sont connectées. Et vous voyez là la liste des pays pour le moment qui sont dans le périmètre de l'étude dans le cadre du recueil de données. Alors maintenant, je vais passer à des données plus précises sur la France. Donc l'objectif, c'est de vous donner plus des données descriptives sur l'échantillon qu'on a aujourd'hui. Voilà, on a commencé à faire quelques tests statistiques. Donc, on utilise le logiciel SPSS pour faire l'analyse statistique. Donc, on a commencé à faire quelques tests de corrélation. Mais pour le moment, tant que la période de collecte de données n'est pas terminée, on ne peut pas vraiment s'avancer sur ces statistiques-là. Par contre, on peut vous décrire aujourd'hui où on en est de notre recueil de données et l'échantillon qu'on a pour la France. Dans le cadre de l'étude, peut-être juste préciser que chaque pays va analyser ses données et ensuite il y a des possibilités de comparaison entre pays et voilà. Et l'université de Gand, elle va coordonner l'étude sur l'ensemble des pays. Donc pour la France, on vous disait donc qu'on a eu 351 personnes donc, qui se sont connectées au questionnaire, mais une fois qu'on fait le tri sur les données, on arrive à aujourd'hui 142 participants pour lesquels on a suffisamment de données pour faire l'analyse. 142 participants, ça ne veut pas non plus dire 142 personnes qui ont répondu à toutes les questions, mais 142 personnes qui ont répondu à un minimum des questions pour qu'on puisse les intégrer dans les analyses plus tard. Donc, au niveau de notre échantillon, il est plutôt bien équilibré dans la répartition hommes-femmes. Donc, voilà, ça c'est bon, un peu surprenant parce qu'en général, il y a quand même dans les études
une répartition différente, mais là aujourd'hui on a une répartition équilibrée. Ensuite, en termes de niveau d'études, on a un échantillon où quand même une majorité des personnes indiquent avoir un niveau d'études supérieur et aussi secondaire. Donc on a quand même un échantillon où on a peu de personnes finalement qui n'ont pas été scolarisées. Voilà donc pour vous décrire au niveau de ces deux caractéristiques. Du coup, je vais passer au transparent suivant. Donc, en termes de statut administratif, donc parce que on va effectivement dans l'ensemble des données, donc comme vous indiquez, Gézine, on a demandé des questions pour pouvoir décrire la population de cette étude. Et en particulier, il y a le statut administratif. Donc, on demande aux participants si aujourd'hui ils sont citoyens dans leur pays, s'ils ont un visa permanent, temporaire, ou s'ils sont en situation sans document officiel, sans papier. Donc là, pour le coup, on a quand même un échantillon qui, pour l'étude, puisque l'objectif, c'est quand même d'adresser la situation des migrants et des réfugiés dans les pays en Europe, on a un échantillon qui est bien équilibré entre visa permanent, visa temporaire et sans papier. Donc voilà, et quelques personnes qui aujourd'hui sont citoyens. Au niveau du logement, on a, donc ça c'est les petits éléments qu'il faut indiquer au niveau de l'étude. On a une grande majorité des gens qui indiquent habiter en maison ou en appartement. 9% l'échantillon qui indique habiter en centre d'hébergement, 2% en camp de réfugiés et 5% dans la rue. Mais pour les 73% qui sont en appartement ou en maison, c'est vrai qu'on peut pas avec les données qu'on a, on ne pourra pas qualifier si ça reste quand même un logement précaire ou si c'est une situation plutôt stable. Voilà. Donc là, pour le logement, on risque d'avoir des difficultés pour pouvoir analyser de manière fine. Ensuite, on a donc analysé, on a aussi questionné sur la situation professionnelle. Donc tout ça, c'est des questions qui sont posées pendant la période de crise spécifiquement. Donc voilà, on a 28% des personnes qui ont indiqué qu'elles étaient déjà sans emploi avant la pandémie. On a 12% d'étudiants dans l'échantillon. Et ensuite, pour les personnes qui travaillent, qui représentent à peu près la moitié de l'échantillon, donc on a 15% des personnes qui indiquent continuer à travailler normalement pendant la période de crise. 18% qui travaillent, qui sont en télétravail et 19% de personnes qui ont été mises en chômage partiel. Et ensuite, 7% des répondants qui indiquent que leur contrat s'est arrêté, qu'ils sont sans salaire. Donc là aussi, on ne pourra pas trop qualifier la réalité de cette situation, mais bon, c'est des gens du coup qui semblent avoir perdu leur travail du fait de la pandémie et du confinement. Ensuite, on a donc là, c'est juste pour vous présenter une liste des pays d'origine des personnes, donc sans nécessairement tous les présenter, juste pour vous indiquer que c'est quand même assez divers. Et voilà, donc des pays d'origine qui sont nombreux. Donc là aussi, probablement, on ne pourra pas faire d'études en fonction du pays d'origine. Voilà, ce sera trop divers. Là, donc pour finir sur les données, donc simplement, voulez-vous présenter, donc dans le questionnaire, il y a 4 questions, enfin il y a 30 questions dans le questionnaire, mais 4 en particulier où on demande aux participants de donner sur une échelle de 1 à 10 leurs sentiments dans le vécu de la pandémie. Donc d'abord l'impact des mesures du Covid-19 sur la vie quotidienne, ensuite le sentiment d'isolement social pendant la crise, la crainte en lien avec la crise et ensuite la qualité de vie pendant la crise. Donc, en jaune, vous avez les citoyens, orange, les résidents permanents, en rouge, les résidents temporaires et en gris foncé, les personnes sans papier. Et là, on voit, donc là, les tests statistiques d'inférence ont montré, mais comme je vous indiquais au départ, le recueil de données n'est pas terminé, donc c'est simplement pour vous donner cette information, mais ce n'est pas quelque chose de validé à l'issue de la phase de recueil de données. Mais quand même, on voit que sur le sentiment d'isolement social, il y a une différence significative entre les citoyens et les résidents
temporaires et permanents, et les sans-papiers. Donc, on voit qu'effectivement, les personnes sans papiers sont celles qui ont indiqué un sentiment d'isolement social le plus important, et ça va en décroissant jusqu'aux citoyens. Et ensuite, on a aussi vu un lien donc, au niveau tout à droite de la qualité de vie pendant la crise, où là, la tendance va dans l'autre sens. Donc voilà, plus la personne a une situation difficile en termes administratifs, plus elle indique une qualité de vie difficile pendant la crise. Donc ça, c'est des choses qui sont apparues, donc on vous présente, mais à ce stade, c'est pour information. Et enfin, donc, un petit schéma juste pour vous montrer aussi qu'en termes de corrélation, donc l'isolement social s'est vu corréler positivement, enfin se voit pour le moment corrélé positivement à la crainte par rapport à la pandémie et aussi à l'impact lié au corona, et inversement corrélé à la qualité de vie. Voilà, donc ça c'est sur l'échantillon général qu'on vous présente. Donc ça c'est simplement pour vous donner une idée de là où on en est. Voilà pour la partie sur les données. Donc, il vous reste juste 1 minute pour conclure, pour laisser 10 minutes de discussion. Oui, c'est parfait parce qu'on est à la conclusion. Alors finalement, ce que nous, on conclut pour nous pour le moment, c'est on est bien conscient qu'il y a un échantillon extrêmement hétérogène, qu'on ne va pas s'amuser à faire des jeux statistiques avec l'idée qu'on prouve des choses. En revanche, une chose qui nous semblait vraiment intéressante, c'est qu'on était un peu touchés, je crois, par le fait qu'on a réussi à atteindre une population assez variée. Et on a eu beaucoup de partenariats avec des gens qui ont aidé à diffuser. Et on se dit, les tendances qu'on trouve, si on construit après une étude méthodologie mixte, ça pourrait être intéressant peut-être dans cette combinaison. Voilà. Et c'est encore en cours, alors on sera ravis s'il y a des gens qui pourraient aider aussi à diffuser. Merci beaucoup à tous les deux. Nous avons une petite dizaine de minutes de questions. Donc, soit vous levez la main avec l'outil Lever la main sur l'onglet Participants, soit vous ouvrez votre caméra. Anne, vas-y. Oui, bonjour, merci beaucoup. Vous en avez un tout petit peu parlé à la fin, mais du coup, moi, je me demandais comment, en fait, vous avez pu recruter des personnes pour une telle étude. Est-ce que ça a été pareil dans tous les pays ou est-ce que chaque pays s'est organisé différemment et comment vous avez fait pour recruter ces personnes, d'où elles viennent? Oui, merci pour la question. Effectivement, c'était un point très important. Alors, disons, chaque pays, chacun a travaillé avec ses réseaux. Chaque pays a fait, voilà, mais on s'est beaucoup échangé aussi, justement, parce qu'on savait que c'était difficile. Et la conclusion que moi j'ai fait par rapport à ce que nous on a pu recruter, ce qui a marché, c'était s'il y avait des personnes intermédiaires qui étaient des personnes de confiance, très clairement. C'est-à-dire là, ces populations, bien sûr, ça marche pas. On met un truc sur Facebook et les gens vont répondre. Non, ça marche pas. Ce qui marchait parfois, et parfois il y avait des choses étonnantes, des gens on avait une médecin qui était en même temps dans une association pour un hôtel pour les gens en grande précarité, qui a imprimé les dossiers et qui les a rentrés à la main après. Je crois que ces liens, en plus, on voit, Rachid l'a dit un petit peu, on voit émerger comment les gens, souvent, les plus précaires sont les plus angoissés. Et le plus, en même temps, l'étude, ça paraît un peu loin, mais après aussi, la crainte de sortir, de faire confiance aux gens, c'est encore plus compliqué. Autre difficulté qu'on a vue aussi, c'était par exemple, on a des partenaires et moi j'espère un peu pour l'avenir que ça évolue. Par exemple, avec la passe à Calais et à Dunkerque, eux, ils étaient ils ont mis des affiches et ils ont essayé de soutenir, mais ils ont dit en même temps, les patients, ils viennent pas, ils ont peur. On les voit très, très peu. Il y a des choses les obstacles étaient très grands et je crois qu'il faut travailler avec des partenariats, avec le terrain, autrement, c'est pas possible. Après, c'est aussi mon espoir parce que vraiment, les partenariats, ça marchait très, très bien. Et je me dis, pour le qualitatif, je n'ai pas de doute qu'on aura accès à des personnes. C'est plutôt qu'il faut réfléchir quel type de profil on va retenir. Merci beaucoup. Une autre question? En attendant une autre question, moi j'aurais une question sur la façon dont vous allez vous organiser avec le réseau européen. Comment est-ce que vous avez... Donc j'ai compris que ça commençait par des analyses de chaque pays, mais ensuite comment vous avez prévu de travailler, quel calendrier, quel mode de fonctionnement?
Alors, je commence, tu complètes, Rachid? Hein, c'est-à-dire là, on attend le recueil de données, c'est jusqu'à fin juin. Hein, et là, on aura, à ce moment-là, on se concertera. Alors, c'est coordonné par l'équipe en Belgique. Et nous, on a déjà commencé, c'est-à-dire nous, on travaille un peu sur nos données aussi avec l'idée de faire remonter des choses à explorer qui seraient intéressantes. Il y aura un groupe de travail qui décide comment faire, mais qui est coordonné par l'équipe en Belgique et le collègue au Danemark. Je crois qu'il a une place très active dedans aussi. Après, il y a les choses à qui appartiennent les données. Toutes ces choses-là sont clarifiées de manière, je trouve, très transparente, très tôt. Hein, c'est-à-dire comment on fait. Mais je crois que sur les faits, ça va être vraiment une coopération avec ceux qui se lancent, qui pourront participer à la définition de ce qui va être fait. Maria? Oui, c'est une question en lien. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce que vous imaginez, c'est des analyses, par exemple, sur une même question de recherche dans l'ensemble des pays qui ont participé. C'est ça, pour mener des analyses comparatives entre tous les pays participants? C'est-à-dire, je crois qu'on va être amené aussi au niveau international d'avoir une analyse un peu critique de ce qu'on peut faire avec les données. Par exemple, la comparaison entre pays, je crois que pour certains pays, ça peut fonctionner. Alors, moi, je viens du Cali à l'origine, hein, j'apprends. Hein, mais je crois qu'il y a quelques pays où il y a probablement le nombre et les profils de données permettent des comparaisons, mais ça va être pour quelques pays, peut-être 4-5 pays. Pour les autres, il y a les nombres qui ne vont pas permettre ça. Probablement, ça va être des tendances globales qui vont être montrées sans distinguer les pays. Alors, moi, pour les nôtres, hein, Rachid, tu complètes, hein, mais c'est qu'on voit, c'est surtout cet impact, ce qui n'est pas étonnant de la situation administrative, mais où peut-être en termes là du coup de lobbying, hein, on a un peu l'espoir de dire, ben là, ça ressort des données et ça risque d'être constant dans les différents pays. Voilà. Alors, tout ce qui est comparaison, on verra ce qui sera possible. Vas-y, Maria, oui. Oui, s'il n'y a pas d'autres questions, encore peut-être un tout petit point de précision sur les analyses qualitatives ou les entretiens qualitatifs que vous souhaitez mener. Est-ce que tu peux préciser un tout petit peu là aussi ce que vous souhaitez creuser? Alors, c'est en réflexion actuellement. Hein, parce qu'on sait qu'on doit faire des choix. Hein, et on n'a pas encore décidé. Moi, je verrais, soit on approfondit les tendances qu'on a actuellement. Et moi, j'aurais, par exemple, une chose que j'aurais envie, ça serait peut-être aller avec ceux qui sont en situation très précaire, prendre quelque chose, on creuse un peu plus sur les situations de logement en termes de qu'est-ce qui est stable, qu'est-ce qui n'est pas stable, les choses qu'on n'a pas différenciées finalement. Je crois qu'il y a vraiment des choses qui se cachent dans cet énorme bloc des gens qui sont dans l'appartement qui n'est pas du tout homogène. Alors, ça pourrait être des choses pour affiner ou prendre des tendances qui sortent déjà, c'est de prendre, par exemple, le statut administratif, de dire on prend des groupes et on prend 5 personnes qui sont représentants de ça, ou rajouter des thèmes qui sont actuellement en cours. On est dans une temporalité, je crois que ça ne sort pas dans l'étude, mais autrement, je crois que moi, je suis clinicienne à côté et je vois un peu les thèmes qui viennent. Par exemple, un des retours qu'on avait, de ces médecins qui étaient très actifs, elle disait, vous savez quoi, les gens qui nous parlent, ils ne me parlent pas de ça, ils parlent des deuils. Ils parlent des deuils, des pertes, des enterrements, on ne peut pas assister, etc. Alors, je crois qu'il y aura des choix à faire. Est-ce qu'on complète, on approfondit ou est-ce qu'on suit un peu le sujet? Et nous, on a décidé, on fait le point à la fin de notre recueil de données et peut-être aussi discussion avec les équipes comme vous, voilà, pour voir un peu qu'est-ce qui serait intéressant et complémentaire aussi par rapport aux autres études qui se font. Merci beaucoup. Je ne vois pas de main se lever et il est 50, donc je crois que nous allons passer. On vous remercie beaucoup, Gésine et Rachid, et on va passer à Cécile Longchamp et Maria Melchior
qui vont nous parler de perception et impact de l'épidémie liée au Covid dans les centres d'hébergement pour les personnes en situation d'exclusion. C'est le projet ECHO. Merci beaucoup, hein, avant que vous commenciez, pareil, hein, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de présenter et je suis, enfin moi en tout cas à titre personnel, bien sûr très intéressée pour qu'on continue les discussions sur la manière dont les données des différentes enquêtes auprès des populations immigrées dans ce contexte pourraient être mises en commun ou comment on pourrait réfléchir en tout cas l'exploitation de manière un tout petit peu parallèle. Donc je vais juste dire quelques mots d'introduction avant de laisser la parole à Cécile Longchamp, qui est interne de santé publique et qui a vraiment coordonné ce projet. Donc, elle va vous présenter quelques résultats. Juste un mot d'introduction pour dire que, un petit peu, pour reprendre ce qu'a dit Gésine il y a quelques instants, c'est-à-dire que nous aussi, on s'est un peu organisé, disons, de manière d'abord beaucoup plus rapide que d'habitude et aussi de manière, disons, un peu spontanée dans l'idée qu'en fait, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y a énormément d'enquêtes en ligne qui ont été réalisées sur le vécu de l'épidémie, sur le vécu du confinement. Il y a aussi des études en population générale, auprès de cohortes, etc. Et en fait, on s'est rendu compte, alors à quelques-uns rapidement, qu'il y aurait assez peu de données sur les populations immigrées spécifiquement, en dehors de l'enquête dont Gésine vient de parler, et puis peut-être d'autres types d'initiatives de cet ordre-là, mais qui ont été mises en place via des outils d'enquête en ligne, avec les limites que Gésine a montrées. Et donc, avec Lionel Pourteau, qui est directeur du pôle réfugiés d'Habitat et Humanisme, et qui en fait a été missionné pour donc l'association Habitat et Humanisme a été missionnée pour accueillir un certain nombre de personnes mises à l'abri au cours de l'épidémie Covid-19. On a commencé à discuter, on s'est dit que ce serait quand même intéressant de pouvoir interroger ces personnes qui du coup sont des personnes immigrées en situation très très précaire puisqu'elles n'ont pas de logement stable, que ce serait intéressant de les interroger sur leur perception de l'épidémie, la manière dont la situation se passe pour eux, et puis aussi quand même en profiter pour faire un tout petit peu un état des lieux sur le niveau de connaissance des personnes sur l'épidémie, les gestes barrières, etc. Et du coup, on a réussi à intéresser… alors, Lionel a tout de suite dit qu'il avait des collègues à Lyon dans l'équipe ESPER, en la personne de Simon Ducarroz en particulier, qui pourrait également participer, ce qui nous permettait d'avoir 2 sites d'enquête, à la fois donc en région parisienne et en région lyonnaise, dans des centres d'hébergement gérés par Habitat Humanisme. Et puis, on a réussi aussi à impliquer des collègues de Santé publique France en les convainquant que c'était important d'avoir des informations sur l'accès aux informations liées au Covid et les connaissances de l'épidémie parmi ces populations très, très précaires. Voilà. Donc, vous voyez là l'ensemble de l'équipe qui a travaillé sur ce projet. On est donc 2 unités de recherche en santé publique, donc Habitat et Humanisme, Santé publique France. Et je vais laisser la parole à Cécile maintenant pour qu'elle vous explique exactement ce qu'on a fait et qu'elle vous présente quelques premiers résultats. Cécile ? Cécile, je crois qu'il faut activer micro et image. Oui, moi j'ai… Oui, bonjour, excusez-moi. Oui, donc nous avons décidé de mettre en place cette étude parce que il se trouve qu'on a pu identifier plusieurs freins potentiels à l'application des mesures de prévention de l'infection à coronavirus, ainsi que tout ce qui était connaissance du circuit de soins en cas de symptômes, tels que la précarité financière et sociale, le faible niveau de littératie en santé, une maîtrise limitée du français, mais également une santé mentale dégradée. Par ailleurs, on retrouve chez ces populations en situation de précarité, notamment les populations originaires d'Afrique du Nord ou subsaharienne, des facteurs de risque d'aggravation de Covid-19, tels que le diabète, le surpoids, l'hypertension, l'immunodépression due au VIH. Or, quand on a mis en place l'étude, on avait pas peu de données sur la mise en œuvre des gestes de prévention chez ces populations,
ni de données sur l'impact de l'épidémie, notamment du confinement, sur la santé et la situation socio-économique. En mettant en place cette étude, on a voulu décrire parmi ces populations les perceptions, les connaissances et les pratiques relatives à l'infection à SARS-CoV-2, ainsi que les mesures de prévention. On a voulu essayer de décrire l'état de santé et l'impact de l'épidémie sur celle-ci, et également la situation socio-économique et comment leur situation socio-économique a pu être impactée par l'épidémie et le confinement. Tout ceci afin d'essayer de mieux comprendre les barrières éventuelles, la mise en place de stratégies de prévention et la mise en place de mesures d'accompagnement adaptées à ces populations pour pouvoir aider ensuite les décideurs de santé publique. Nous avons donc réalisé une étude multicentrique. On a recruté donc des centres d'hébergement pour personnes en situation de précarité grâce au réseau associatif et au réseau des membres de l'équipe. On a voulu avoir des types de centres assez variés afin d'avoir des profils d'usagers variés. Donc, nous avons des centres qui ont été ouverts pour la mise à l'abri durant le confinement. On a d'autres types de centres d'hébergement d'urgence et des centres d'hébergement non d'urgence. En tout, on a 18 centres inclus, 12 en Île-de-France, 5 dans le Rhône et 1 à Strasbourg. Les critères d'inclusion étaient donc la majorité, 18 ans ou plus, pas de troubles cognitifs ou de troubles de la compréhension, notamment des troubles psychiatriques trop sévères qui pouvaient entraîner après des décompensations, et un consentement écrit. Nous n'avons pas fait de calcul de taille d'échantillon. Comme l'expliquait Maria, on a dû mettre un peu en urgence en place l'étude, mais on s'était aussi fixé un objectif initial de 300 participants d'après la faisabilité, compte tenu du fait qu'on pensait, on n'était pas sûr de pouvoir continuer l'enquête après le 11 mai, vu qu'on ne savait pas quand fermer les centres d'hébergement d'urgence ouverts pour la mise à l'abri durant le confinement. Et selon la taille de la population du centre et le nombre de travailleurs, soit on proposait l'étude à tous les usagers, soit on faisait un échantillonnage. Donc, la collecte des données a été réalisée grâce à un questionnaire qui était en ligne, ou un questionnaire papier puis saisi dans un second temps, complété avec les participants de l'étude par des enquêteurs formés. Les enquêteurs étaient soit des travailleurs sociaux, soit des bénévoles des centres, soit des membres de notre équipe de recherche, ou alors des bénévoles qu'on a recrutés dans le cadre de l'étude. Il s'agissait donc d'une passation de questionnaire qui se faisait en face à face, ou pour certains centres qui correspondent à des logements diffus, par téléphone. On a mis en place un système d'interprétariat téléphonique pour le cas où on interrogeait des participants non francophones, comme ça était souvent le cas. On a également essayé de collecter les refus avec le motif de refus, le sexe et l'âge. Et donc, la passation des questionnaires a débuté le 2 mai et s'est finie ce dimanche 7 juin. On ne voulait pas trop continuer plus longtemps parce qu'on a beaucoup de questions sur l'impact, notamment du confinement sur la santé mentale. Donc, on avait peur que si on continuait plus longtemps, ça risquait de biaiser un peu les résultats. On a également fait passer un questionnaire au centre afin de recueillir quelques informations sur l'organisation générale, la communication qu'ils ont menée auprès des usagers, la mise à disposition de moyens de prévention tels que des masques, les restrictions de déplacement et aussi le dispositif de prise en charge de la santé mentale et des addictions mis en place durant le confinement. En parallèle, il y a également un volet qualitatif avec des entretiens individuels semi-structurés pour mieux comprendre certains aspects, notamment la perception du confinement. Il s'agit d'entretiens réalisés en français et en anglais auprès de participants qui sont inclus ou non dans le volet quantitatif. Une trentaine d'entretiens sont prévus et ceux-ci sont encore en cours. Nous avons donc obtenu l'accord du comité éthique de Paris Descartes. Les données sont anonymes et on propose à l'issue du questionnaire un accompagnement aux participants si cela s'avère nécessaire, à la fois un rappel des gestes recommandés si on se rend compte que les gestes ont mal été compris, ou une orientation vers un dispositif de suivi psychologique de soins courants si on a identifié une détresse psychologique majeure. Donc, voici les premiers résultats très préliminaires de cette étude.
Donc, sur les 18 centres, on avait en tout sélectionné 929 usagers. On a eu plus de la moitié des personnes sélectionnées qui ont participé, avec un total de 523 participants, la plupart donc issus de centres d'hébergement d'urgence ouverts pour la mise à l'abri durant le confinement. Il s'agit en grande majorité d'hommes, avec une médiane d'âge de 31 ans, majoritairement des personnes seules, même si on a quand même réussi à avoir quelques femmes et quelques familles avec enfants. Une large majorité, 89,66%, non originaires de France. Concernant la maîtrise du français, on est, pour le parler français, la majorité parlait pas très bien, voire peu ou pas du tout français. Et là, au niveau lecture, ces chiffres augmentent encore. On a peu de personnes qui ont fait des études supérieures, la plupart ayant arrêté, enfin, soit n'étant pas allés à l'école primaire, soit n'ayant pas fini l'école primaire. Et là, il y a donc maintenant, tout ce qui concerne les perceptions, connaissances et pratiques liées au Covid. On a interrogé donc les participants sur les sources d'informations qu'ils utilisaient pour avoir des informations sur le Covid. La majorité utilisait les réseaux sociaux, les amis, la famille, les voisins et la télévision. La plupart des personnes considèrent qu'ils avaient suffisamment d'informations officielles et avaient confiance en celles-ci. On a également interrogé les personnes sur leur connaissance des symptômes de Covid. Donc, on note une bonne connaissance quand même des principaux symptômes tels que les difficultés à respirer, la fièvre, la toux, les maux de tête et les maux de gorge. Après, pour les autres symptômes, ça a une plus grande variation. Cependant, on a quand même 53,76% des usagers seulement 53,76% des usagers qui savent qu'on peut transmettre le virus en l'absence de symptômes. On a ensuite questionné les participants donc, sur leur connaissance des gestes barrières, mais également leur pratique. Donc, on peut voir qu'on a quand même une bonne connaissance du fait que le lavage des mains permet de se protéger du virus, et c'est un geste qui est bien fait. Idem pour se tenir à distance, éviter les contacts physiques. Concernant le port du masque, les personnes semblent penser que le masque artisanal en tissu protège plus que le masque médical jetable. Et d'un point de vue pratique, on a beaucoup moins de personnes qui utilisent que ceux qui croient que ça protège. Mais il faudra qu'on mette ça en regard de la disponibilité des masques dans les centres d'hébergement. La majorité des personnes pensent qu'il faut mieux éviter les transports en commun, mais encore une fois, seuls 68% le font, notamment pour des raisons de faisabilité. Et on a également un peu interrogé sur les fake news qui avaient circulé, telles que boire des tisanes, de l'eau chaude ou manger des aliments comme de l'ail. Même si la plupart des personnes ne croient pas en ces fake news, on a quand même des chiffres assez élevés qui pensent que ça permet de se protéger du coronavirus. La plupart des personnes pensent que le confinement était une nécessité pour leur santé et pour celle des autres. Cependant, lorsqu'on a interrogé sur la vaccination, on a seulement 59,21% qui seraient prêts à se vacciner et 29% qui pensent que non, ils ne se feront pas vacciner. On a cependant des chiffres similaires qui ont été trouvés en population générale, avec plus 5% pour les réponses négatives par rapport à la population générale cependant. Oula. En cas de symptômes, la plupart des personnes iraient d'abord consulter un travailleur du centre ou un médecin de ville. On en a quand même quelques-uns qui pratiqueraient en premier lieu de l'automédication, soit à base de plantes, soit avec des médicaments.
a ensuite essayé d'évaluer l'impact sur la situation socio-économique, sachant qu'avant le confinement, 73% des usagers interrogés n'avaient déjà pas de travail rémunéré. Ce qui fait qu'on a 39% des personnes qui ont eu des difficultés pour se nourrir durant le confinement, 41% qui sont inquiets par rapport au travail, soit parce qu'ils ont perdu leur emploi, soit parce qu'ils ont peur de le perdre, soit parce qu'ils ont peur de ne pas réussir à trouver du travail à cause de la situation actuelle, avec 44% de personnes inquiets par rapport aux revenus ou par rapport au fait de gagner de l'argent, notamment en mendiant également. Et 74% des usagers qui sont inquiets par rapport au retard dans les démarches administratives. Nous avons également questionné leur accès aux soins, sachant qu'on avait 26% des personnes qui souffraient d'une maladie chronique. On a eu seulement 33% qui ont eu besoin de consulter durant le confinement et la large majorité des personnes a pu consulter. Ceux qui n'ont pas pu, c'est parce que, donc 19%, c'était parce qu'ils soit ils avaient peur de se déplacer, d'être contaminés, soit parce qu'ils ne savaient pas qui consulter, ou alors parce qu'ils n'ont pas pu avoir une consultation. Le dernier volet du questionnaire s'intéressait plus à tout ce qui était santé mentale et addiction. Donc là, on voit qu'on a tout de même plus de 50% des personnes qui ont présenté des signes de manque, enfin qui ont présenté des signes de potentiel de dépression, tels qu'un manque de plaisir. 65% qui ont ressenti de la tristesse et tout de même 13,69% qui ont présenté des idées suicidaires avec une augmentation du sentiment de solitude chez 37% des usagers. Sachant que les études menées en population générale montraient une prévalence de la dépression de 19% avec une diminution après le déconfinement qui est passé à 12,3%. Est-ce qu'il faudrait conclure en 1 minute là, si c'est possible? On a eu du coup une augmentation, on avait des consommations, on a questionné sur consommation tabac, alcool et autres drogues, avec au final une faible augmentation des consommations durant le confinement, mais qu'il faudra qu'on explore plus en détail. Et donc là, voilà, il faut qu'on finisse d'analyser, ne serait-ce que finir les statistiques descriptives, puis on espère pouvoir faire des analyses multivariées pour explorer l'impact de facteurs tels que la maîtrise du français, la littératie en santé, la santé mentale sur la connaissance des moyens de prévention, sur l'impact sur le circuit de soins, et également explorer comment le niveau socio-économique peut impacter la santé mentale en situation d'épidémie et de confinement. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc la discussion est ouverte pour une dizaine de minutes encore. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je redis, soit vous levez la main avec le petit outil Zoom, soit vous allumez votre caméra comme ça, vous voulez parler. Annabelle? Oui, vas-y Marie. J'ai pas trouvé le petit outil, je suis désolée. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Moi, j'avais 2 questions. La première question, c'était sur l'outil santé mentale que vous aviez utilisé dans votre enquête, parce qu'on est en train de mettre en place le même type d'études, mais auprès de personnes fréquentant donc les CARUD et l'EXAPA, et à l'intérieur de ces centres, il y a une proportion non négligeable de personnes qui ne parlent pas le français et qui ont des problèmes de littératie, donc de la même manière que dans votre population. Donc, je voulais savoir quel outil vous aviez utilisé. On a utilisé le PHQ-9 comme échelle validée. Et après, pour les consommations, je crois que c'est aussi le questionnaire validé, mais Maria peut peut-être compléter. Alors, pour les consommations de tabac, alcool, cannabis et autres drogues, on a juste posé des questions sur la fréquence de consommation.
et sur l'évolution perçue de cette consommation, c'est-à-dire est-ce que les gens avaient l'impression de consommer plus ou moins qu'avant ou pareil qu'avant le confinement. Sur la question de santé mentale, c'est une petite marotte que j'ai, mais là, on s'est vraiment rendu compte, et il se trouve que Cécile et moi et d'autres personnes de l'équipe, on a nous-mêmes passé les questionnaires, donc vraiment, on a pu se rendre compte en direct d'un certain nombre de difficultés. En fait, même avec une traduction dans la langue parlée par les personnes, alors Cécile ne l'a pas évoqué, mais il y a, je crois que c'est environ la moitié des entretiens qui ont été faits avec un interprète au téléphone. Donc, même si le PHQ-9 est validé à l'échelle internationale, on s'est vraiment rendu compte de la complexité de l'interprétation et de l'explication de certaines des questions. Donc voilà, moi je trouve que c'est des choses sur lesquelles il faut absolument qu'on travaille. Ce qui est très évident, alors enfin, à vrai dire, le plus difficile dans le questionnaire, ça a été les questions sur la littératie en santé, ce qui est quand même un tout petit peu un comble. Mais vraiment là, on a vu vraiment de manière très directe à quel point des questions qu'on pensait être pas très difficiles et très claires, en fait, étaient tellement abstraites et portées sur des concepts qui sont tellement peu maîtrisés par les personnes que les entretiens pouvaient durer plus d'une heure alors que le questionnaire était calibré pour durer entre 20 et 30 minutes. En fait, parfois, il durait bien plus d'une heure quand il fallait vraiment passer du temps à expliquer question après question aux participants. Non, je posais la question parce que nous, on a les mêmes difficultés sur les questions de santé mentale. Donc voilà, je me demandais si vous aviez trouvé autre chose que le PHQ-9. Mais bon, on sera intéressé pour en discuter avec vous. Et la dernière question, mais c'est plus une remarque, c'est sur la question des consommations et du fait que les consommations n'aient pas augmenté. Vous sembliez un peu étonné, mais nous, on vient de terminer, on est en cours, pardon. On fait une enquête en population générale qui s'appelle la Global Drug Survey. Donc, on est à peu près à 75 000 répondants pour les 12 pays et près de 7 000 pour la France. Et on trouve exactement les mêmes choses, c'est-à-dire pas d'augmentation de la consommation en population générale, ni pour l'alcool, ni pour les autres drogues. Il y a ce qu'on trouve, c'est une augmentation de la consommation des benzodiazépines. Et les raisons qui sont mobilisées par les personnes, c'est qu'elles n'avaient pas envie de consommer des drogues en étant seules dans leur appartement, que le contexte ne s'y prêtait pas. Donc, en fait, ça, c'est tout à fait concordant avec ce qu'on a observé, nous, en population générale. Alors là, si je peux juste ajouter un élément là-dessus, c'est que d'abord, il y a quand même une grande partie des personnes enquêtées qui ont été mises à l'abri pendant le confinement, donc elles consommaient moins en étant à l'hôtel qu'avant, quand elles vivaient dans des campements ou dans la rue. Enfin, un certain nombre nous ont dit ça. L'autre chose à prendre en compte, c'est qu'on a fait l'enquête en plein Ramadan. Voilà, et il faudra qu'on tienne compte de ça parce que c'était très clair que certaines personnes disaient que même s'il leur arrivait de consommer, c'était absolument pas le cas pendant le Ramadan. Oui. Puis il y en a pas mal qui ont évoqué aussi le fait qu'ils n'avaient plus assez d'argent au final pour aller s'acheter du tabac. Aussi, oui. Après, dans les questionnaires qu'on fait passer au centre, on voit qu'il y en a un en tout cas qui a mis en place une vraie réduction des risques au sein de son centre d'hébergement qui avait été ouvert donc, pour le Covid, avec par exemple une distribution de cigarettes pour éviter que les usagers aillent récolter des mégots dans la rue et donc risquent de se contaminer ainsi, avec des consultations médicales pour éviter les delirium tremens dû à un sevrage alcoolique forcé. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir étudier un peu plus en détail. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions. Il est 11h15, donc nous sommes pile poil dans le programme. Merci beaucoup Maria et Cécile. Et nous passons à la présentation d'Anne Gosselin sur une enquête assez proche, mais qui a été menée nichée dans un projet déjà existant, donc conséquences du confinement parmi les immigrés d'Afrique subsaharienne et des Caraïbes, une étude nichée dans le projet Makassi. Donc Anne, que je ne vois pas encore. Voilà, donc
Anne, Pardon, j'avais pas mis ma vidéo, donc vous me voyez pas parler, c'est moins sympa. Du coup, j'en profite juste avant que tu commences pour rappeler à tous ceux qui ne parlent pas d'éteindre leur micro, s'il vous plaît. Ok. Je vais enlever ça. Voilà. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler donc des conséquences du confinement parmi les immigrés d'Afrique subsaharienne et des Caraïbes. Donc, c'est une étude, comme le disait Annabelle, qui est nichée dans le projet Makassi. Alors, à l'origine de cette étude, le projet Makassi donc, est un projet de recherche interventionnelle et communautaire. Donc, l'intervention qui est au cœur du projet, en fait, c'est un entretien d'empowerment en santé sexuelle qui est proposé par une équipe mobile. Donc, par un camion qui va sur les parvis des gares, à la sortie des métros, sur les marchés, et qui est proposé donc aux personnes qui sont nées dans un pays d'Afrique subsaharienne ou des Caraïbes non françaises et qui sont en situation de précarité et exposées aux risques sexuels. Les partenaires de cette recherche, ce sont 2 associations, donc Africavenir et ARCAT, et 3 laboratoires de recherche. Et le design de la recherche, donc pour évaluer et pour mieux comprendre ce qui se joue dans cette intervention, il est à la fois qualitatif, puisqu'il y a une collègue anthropologue qui a fait en fait de l'observation participante et des entretiens répétés avec les acteurs et les participants à la recherche, et aussi quantitatif, puisqu'on a une randomisation en 2 bras où on évalue en fait par questionnaire avant, après, à 3 mois et à 6 mois l'impact de cette intervention. Donc, je vous ai mis des petites photos, mais en gros, voilà, ça c'est le projet d'origine qui était mené à la base. Et en fait, avec l'arrivée de l'épidémie de Covid-19, évidemment, on a dû suspendre les inclusions. Les intervenantes ont dû assurer le suivi, donc les questionnaires de suivi à 3 à 6 mois des personnes incluses par téléphone. Et puis, voilà, on s'est tous questionnés, on a tous décidé de mettre en place une double collecte, à la fois qualitative et quantitative, avec pour l'objectif justement de décrire et d'analyser l'expérience de l'épidémie et du confinement des participants de Makassi. Donc en gros, en termes de méthode de recrutement pour l'enquête qualitative, en fait, ça a été une reprise de contact par WhatsApp avec des personnes qui avaient donc déjà été vues en entretien par ma collègue pour prendre des rendez-vous téléphoniques. Et donc il y a 13 entretiens qui ont été conduits au cours de la 4e et 5e semaine de confinement. Et au niveau quantitatif, on a travaillé ensemble à un questionnaire additionnel. Donc en fait, quand les intervenantes appelaient les personnes pour leur questionnaire de suivi, on proposait un questionnaire en plus. Et donc, entre le 7 avril et le 3 juin, on a pu recueillir 107 questionnaires. Alors, si je vous décris un tout petit peu la population qu'on a enquêtée, c'est une population qui est en fait logiquement très similaire à celle qu'on a dans la recherche à la base, dans Makassi. Donc, ce sont des personnes en situation de précarité, ce sont principalement des hommes, pour 78%, des hommes jeunes. On a 70% des personnes qui sont en situation irrégulière, qui sont principalement venues d'Afrique de l'Ouest. Et ce sont des personnes récemment arrivées, puisqu'on a quasi la totalité de l'échantillon qui est arrivé en France depuis moins de 7 ans. C'est une population relativement instruite, avec 3/4 des personnes qui sont au moins au niveau secondaire. Et ce sont des personnes qui sont venues surtout pour tenter leur chance, trouver du travail ou pour fuir des menaces dans leur pays. Alors juste une petite, une petite précision. En fait, ce sont des personnes qui sont, je ne l'ai pas remis ici, mais peut-être que j'aurais dû, qui sont principalement soit en logement personnel, soit hébergées par des familles ou des connaissances. Donc, on est bien sur une population un peu différente de celle dont on vient de parler. Il y a dans l'échantillon des personnes qui sont en centre d'hébergement, mais ce n'est pas du tout la majorité. Et c'est pour ça qu'on est un peu sur des personnes qui sont aux interstices des dispositifs qui ont été mis en place justement pendant le confinement. Et voilà, on est sur une population du coup qui est à la fois très précaire, mais pas dans la très très grande précarité et donc en centre d'hébergement forcément. Donc voilà, une population en fait peu visible pendant le confinement. Alors j'ai mis résultats, mais vraiment très très préliminaires, et puis ce sont vraiment des éléments de description, hein, un peu comme tous mes collègues qui ont parlé avant. Voilà, ce sont vraiment des données préliminaires qu'on va continuer à analyser. Mais la première grande chose qu'on peut dire, c'est que ce sont des personnes donc précaires qui ont été vraiment fragilisées par l'épidémie et par le confinement. Donc si on regarde par exemple la question du logement, on a quand même 1/4 des personnes qui déclarent avoir dû changer de lieu d'habitation pendant le confinement. Et évidemment, c'est
ça dépend beaucoup de leur situation de départ, c'est-à-dire que les personnes qui étaient en logement personnel à la base sont très peu à avoir dû changer de lieu d'habitation. Par contre, les personnes qui étaient hébergées ou qui n'avaient nulle part où dormir ont dû, dans l'urgence, trouver un nouveau lieu d'habitation. Et sur l'ensemble des personnes qu'on a interrogées, 39% n'ont pas d'espace personnel où dormir, donc des situations très très fréquentes de surpeuplement des logements. Et donc là, j'ai mis un extrait d'entretien. On est là, entassés, chacun a peur, mais on n'a pas le choix. Et donc des situations où en plus c'est très compliqué, à la fois d'avoir de l'intimité, mais aussi de respecter la distance, etc. On va y revenir. Donc ça, c'est pour le logement. Mais sur les revenus, on est dans une situation aussi très difficile. Parmi les 37 personnes qui travaillaient avant le confinement, on en a 25 qui déclarent avoir perdu leur travail et ne plus avoir de revenus. Donc en général, ce n'est pas des emplois dans le secteur formel, c'est plutôt des petits boulots, électriciens, agents de ménage, ouvriers BTP, etc. Et donc, tout s'arrête au moment du confinement et donc une perte de revenus très importante pour les personnes, avec sur l'ensemble de l'échantillon, 61% qui disent qu'ils ont plus de difficultés qu'auparavant pour se nourrir et principalement par manque d'argent. On leur a aussi posé des questions sur les déplacements. Donc 70% déclarent qu'elles ont plus de difficultés pour se déplacer, et notamment parce qu'il faut présenter des papiers d'identité et que pour des personnes qui n'ont pas de titre de séjour, ça fait peur, et ou qu'elles n'ont pas d'autorisation imprimée, et qu'elles ne peuvent pas la présenter. Et en fait, ça c'est surtout quelque chose qui est ressorti dans les entretiens qualitatifs, des personnes qui expriment une très grande peur de la police, de tous ces contrôles dès qu'on sort. Et donc l'extrait d'entretien, là, quand tu sors maintenant, ça fait 2 problèmes, la maladie et la police. Ça montre bien que c'est pour ces personnes, le fait même de sortir en étant dans leur situation de précarité administrative posait problème. La deuxième chose qu'on peut dire sur ces données toutes récentes, c'est qu'il y a quand même un certain manque d'informations à la fois sur l'épidémie de coronavirus et puis sur les mesures du gouvernement. Alors sur l'épidémie, ça recoupe un peu ce que viennent de montrer Maria et Cécile. En fait, à la question « Une personne sans symptômes peut-elle transmettre le virus ?», on a quand même 28% qui répondent qu'elles ne savent pas et 20% que non. Donc en fait, relativement peu de personnes qui savent qu'on peut transmettre sans avoir de symptômes. Et après, des chiffres plus à nuancer, 29% qui déclarent ne pas avoir reçu d'informations suffisamment claires, 16% qui disent ne pas avoir connaissance des consignes à suivre en cas de symptômes. Donc ça, je pense qu'il faudra voir aussi est-ce que c'est la même chose en population générale ou pas. Mais en tout cas, sur la question de la transmission, une information qui n'est pas suffisamment passée. Et en fait, c'est encore plus frappant sur les mesures d'aide pendant le confinement, puisqu'on a en fait plus de la moitié des personnes qui ignoraient que les titres de séjour avaient été prolongés. Et en fait, même parmi les personnes qui sont directement concernées, donc qui ont un titre de séjour court, on a 3/4 des personnes qui ignoraient que l'aide médicale de l'État était prolongée aussi, et 82% qui ignoraient que les allocations sociales, RSA, etc. étaient prolongées. Et on a enfin 3/4 des personnes qui ignoraient que les femmes victimes de violences pouvaient trouver de l'aide en pharmacie, et un pourcentage très élevé chez les femmes également. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a une information à la fois sanitaire et puis sociale qui n'a pas assez touché les participants de Makassi. J'allais dire par conséquent, on a de fortes préoccupations à la fois sur la maladie et les moyens de subsistance qui s'expriment. En fait, dans notre questionnaire quantitatif, on avait une question ouverte. Quelles sont vos principales préoccupations majeures dans cette situation de confinement ? Et donc, c'est une question ouverte qui permet de recueillir des discours. Donc là, je vous en ai remis 2. Par exemple, la contamination, parce que là où je suis, on est à 3 dans la chambre et il y en a un qui continue à faire des livraisons et quand il revient, j'ai peur. On ne sait pas qui l'a rencontré, ce qu'il a fait, est-ce qu'il a bien respecté les règles pour ne pas être contaminé, j'ai peur. Ou une autre personne qui dit, par exemple, que ce qui la préoccupe, c'est le nombre de morts annoncés dans la communauté et la peur d'être contaminé. Et donc, en fait, à partir de cette question ouverte, on peut à la fois recatégoriser les discours pour obtenir une variable. Et donc, on peut constater que, par exemple, 37 personnes évoquent une peur de la maladie et de la contamination. Un tiers évoque tout ce qui est en lien avec l'insécurité financière, le travail, la difficulté de retrouver du travail, etc.
et 11% l'inquiétude par rapport aux démarches interrompues. Mais on pourra aussi, et on ne l'a pas encore fait, mais réaliser une analyse plus textuelle de ces discours et voir quels sont les termes et quelles sont les expressions qui reviennent le plus souvent. Alors, un troisième point, peut-être insister sur l'apparition de formes de résilience et notamment une adhésion forte aux gestes barrières et des manifestations de solidarité dans cette population. Alors, sur la distanciation sociale et les gestes barrières, c'est quelque chose qui ressortait fortement de l'enquête qualitative, d'une part, avec une observance très forte à la mesure de confinement, avec des personnes qui cessaient toutes leurs activités extérieures, des sorties très rares dans les règles et avec attestation, et puis des adaptations vraiment à la marge, mais pour ne pas sombrer, type prendre l'air en bas de l'immeuble, mais vraiment des adaptations, mais globalement un respect très fort des mesures de confinement. Et dans l'enquête quantitative, de la même manière, on avait, pas de la même manière, mais comme la question précédente, on avait une question là aussi ouverte. Avez-vous mis en place des stratégies particulières pour maintenir vos liens sociaux et votre état de santé ? 67% de personnes répondent que oui. Et dans ces gens qui répondent que oui, la plupart évoquent les gestes barrières et les énumèrent, la distance, les masques, les gants, le lavage de mains régulier, etc. 12% parlent de remèdes maison. Et 13% d'activités sportives. Enfin, on voit en tout cas que les gestes barrières viennent tout de suite sur le devant de la scène quand les personnes sont interrogées sur les stratégies qu'ils mettent en place. Et aussi, quelque chose qui a été vraiment mis en lumière par l'enquête qualitative, des solidarités qui se sont mises en place avec un soutien matériel, par exemple accueillir des compatriotes qui d'ordinaire sont dans des squats, on les accueille pendant le confinement. Un vrai soutien économique pendant cette période. Par exemple, on prend en charge les dépenses alimentaires, c'est ceux qui peuvent dans le foyer qui prennent en charge les dépenses alimentaires. Et un vrai soutien moral, on s'encourage, on se réconforte. Donc là, je vous ai mis un extrait d'entretien. L'autre n'a rien, il n'a pas d'argent, on paye pour lui. Avant ça, il n'y avait pas cette solidarité. Chacun doit participer, faire quelque chose, tout le monde participe. Mais maintenant, on sait que vraiment, avec cette histoire-là, ça ne va pas. Quand il y en a un qui n'a rien, on le comprend, puisqu'on sait que ça ne va pas. Celui qui n'a rien sur lui, on ne va pas le regarder, il va mourir. Donc voilà, une mise en place de solidarité à l'intérieur des foyers. Donc pour conclure et puis parler un peu des perspectives de recherche sur cette étude. Donc, on a une étude qui est nichée dans un projet préexistant. Donc, on a créé ce dispositif d'enquête. Ça veut aussi dire que, du coup, on a des données, par ailleurs, de suivi sur ces participants qu'on suit au moment de l'intervention, à 3 et 6 mois. Et donc, on va pouvoir aussi mettre en regard ces résultats du questionnaire du confinement avec l'ensemble de nos données. Donc, on a ce dispositif mixte, quantitatif et qualitatif, auprès d'une population, en tout cas, qui a été peu visibilisée pendant toute cette période. Donc, les premiers éléments de description qu'on a, ils mettent l'accent sur une précarité aggravée par la situation de l'épidémie et du confinement, et aussi sur le fait que malgré qu'il y ait un certain manque d'informations, les personnes sont extrêmement concernées par les consignes et par les gestes barrières, ce qui va un peu à l'encontre des idées reçues sur les habitants des quartiers populaires notamment. Et aussi des formes de résilience, que ce soit en termes d'adhésion à ces gestes barrières ou de mise en place de solidarité. Et pour finir sur les pistes d'analyse, en fait, notre idée, c'est vraiment de faire le lien entre ces données collectées en routine dont je vous parlais, donc, où on interroge les personnes à la fois sur l'empowerment, sur la santé mentale, on a aussi utilisé le PHQ-9, et faire ce lien entre ces indicateurs-là et les données qu'on a collectées pendant le confinement. Voilà des pistes sur l'analyse textuelle avec les discours qu'on a recueillis, et puis travailler plus avant sur l'articulation du quantitatif et du qualitatif. Donc pour en savoir plus, je vous invite à lire l'article de ma collègue anthropologue qui est paru en mai dernier. Toutes nos publications sont sur le site du projet. Et puis dire que cette présentation et cette étude, elle est réalisée par l'ensemble du groupe Makassi, donc c'est beaucoup de personnes qui sont listées dans l'encadré. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Anne. Donc, on repart pour 10 minutes de questions sur cette présentation. Et puis, je ne le vois pas dans le programme, mais j'imagine que vous avez prévu qu'ensuite, on puisse avoir une discussion plus large, transversale aux 4 présentations.
Donc, pour l'instant, s'il y a des commentaires ou des questions sur cette présentation d'Anne. Maria? C'est pas vraiment une question puisque je connais un petit peu le projet, mais vraiment un commentaire sur, je sais pas comment, une réflexion sur la manière dont on pourrait vraiment essayer d'avoir une vue d'ensemble de ces différentes données sur des populations un tout petit peu différentes, mais qui sont, voilà, qui représentent le spectre de l'ensemble des personnes qui peuvent être considérées comme immigrées, même si, voilà, entre Makassi, ECHO et puis l'étude Apart Together, il y a des spécificités, mais voilà, je trouve que ce serait quand même intéressant qu'on réfléchisse ensemble à une manière de valoriser des résultats, même un peu descriptifs, ensemble. Donc, je ne sais pas si vous avez... Enfin, on ne va pas en discuter forcément maintenant, mais en tout cas, voilà, c'est un commentaire que j'avais envie de faire. Et je trouve que ce serait une bonne place pour le département santé de lycée migration de stimuler justement ce genre de rapprochement entre équipes. Parce que là, par exemple, je ne sais pas, Anne, tu n'as pas beaucoup parlé des pistes d'analyse sur lesquelles tu réfléchis. Est-ce que vous avez déjà envisagé des axes enfin, est-ce que c'est, comme tu l'as décrit, les conditions de vie, la santé des personnes et la résilience, ou est-ce que tu penses éventuellement je sais pas, qu'il y a d'autres choses à faire, enfin... Oui, bah, il y a un peu de toute façon, il y a un peu deux grands thèmes. À la fois, voir si les connaissances, ce que je n'ai pas détaillé, mais on a aussi interrogé les personnes sur comment elles avaient accès à l'information, etc. Est-ce que tout l'accès à l'information sur l'épidémie, enfin, comment il est impacté par le niveau socio-économique, les conditions de logement, les conditions de vie, etc. Mais puis aussi faire le lien avec des indicateurs qu'on a dans Makassi entre l'impact sur... l'impact de l'épidémie et puis voilà, la santé mentale, le niveau de littératie, même si on a eu les mêmes problèmes sur les questions de littératie en santé. Enfin voilà, à la fois explorer l'impact de l'épidémie et puis enfin les connaissances sur l'épidémie, pardon, et l'impact sur les conditions de vie. Ouais. Ça fait un peu deux grands thèmes. Et j'ai vu une petite main bleue. Oui, il y a Francesca qui voulait parler. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Merci beaucoup. J'ai une question. Anne, merci beaucoup. Je voulais savoir pourquoi si peu de femmes présentes et si vous pouvez détecter des discours différents ou non, finalement. Et puis, j'ai une autre question qui peut être pour tout le monde, en fait. Est-ce que vous remarquez des liens avec les pays d'origine dans cette période plus fort, moins fort, plus fréquent? Est-ce que ces gens vous parlent de la situation dans leur pays d'origine? Mais ça, c'est pour toutes les autres interventions aussi. Merci. Alors, je réponds maintenant ou... Ouais. Vas-y, et puis on donnera la parole à Gésine, je vois. Alors au niveau homme-femme, en fait, on a une grande majorité d'hommes et c'est de toute façon le cas déjà dans l'intervention Makassi. Donc dans la recherche qu'on mène voilà, sur l'intervention de santé Makassi, on a plus d'hommes et on l'explique à différents niveaux. L'association Africavenir sur laquelle on se repose en fait, parce qu'on se greffe à leur intervention d'équipe mobile pour intervenir, en fait déjà accueille plus d'hommes. Et ça peut s'expliquer notamment par le fait qu'on est dans l'espace public, que voilà, il faut aller au camion. Ça parle aussi de sexualité, éventuellement de VIH. Donc peut-être que pour les femmes, c'est un dispositif moins accessible. Mais aussi, on touche peut-être des personnes qui n'ont pas vraiment d'autre accès à l'information de santé. On sait que les femmes, de par tout ce qui est santé périnatale aussi, ont parfois plus accès à un médecin, à des conseils de santé, etc. Donc en tout cas, dans Makassi, c'est comme dans Africavenir, on touche plus d'hommes déjà au départ. Et donc, dans cette étude nichée, a fortiori. Et juste pour répondre sur les pays d'origine, oui, en fait, les personnes, alors notamment dans la question sur les préoccupations, il y a quand même plusieurs personnes qui évoquent, qui s'inquiètent voilà, sur la situation en Afrique, pour leurs proches. Est-ce que les mesures qui vont être mises en place vont être à la hauteur, etc. Et c'est quelque chose qui ressortait aussi, c'était un retour d'expérience que nous ont fait aussi les intervenantes, de dire, mais les personnes aussi,
sensibilise, appelle beaucoup les personnes au pays et les sensibilise aussi à la prévention et de l'épidémie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore regardé en détail, mais qu'il faudra qu'on aille analyser. Ouais. Merci Anne. J'ai vu une petite main chez Gésine et alors Rachid, je ne sais pas si c'est une main ou un pouce pour dire on a répondu à ma question. Je vous laisse la parole à l'un et à l'autre. Bon, je commence. C'était aussi par rapport à la question de lien avec le pays. Alors, on n'a pas, nous dans l'étude, ça fait partie des choses qu'on a un peu regretté, qu'on n'a pas creusé davantage. Mais là où on voyait un peu, c'était la question, en fonction de la situation, de la stabilité de la situation, en termes de recherche d'informations, on voyait très bien, je ne sais pas si c'est significatif à la fin, mais on voyait des tendances que les gens s'ils avaient une situation plus stable en France, leur lien avec les institutions et leur recherche d'informations dans les sources françaises était plus forte. Et autrement, c'était beaucoup plus aussi les réseaux ou les informations qui venaient de leur pays d'origine. Bon, ça, c'était une chose qu'on voit un petit peu. Et je crois que l'autre question, ça fait partie des choses que Anne, elle vient de mentionner, où je me pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas l'interroger, toute la question de l'inquiétude par rapport au pays d'origine, et aussi cette question que la dernière fois, Marie-Caroline en a parlé aussi, toute cette question compliquée des deuils qui mobilise aussi le lien avec un entourage transnational. Maria? Oui, moi je veux bien dire juste un mot sur le lien avec les pays d'origine. Donc nous, on a demandé aux personnes avec combien de personnes de leur famille et combien de leurs amis ils étaient en contact régulier. Et donc ça fait partie des données qu'on va exploiter. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'on n'a pas parlé des nationalités des personnes étrangères qui sont incluses dans l'échantillon, mais il y a quand même une certaine proportion d'Afghans. Et en Afghanistan, l'épidémie a fait des morts. Et enfin, voilà, par la proximité avec l'Iran, il y a eu quand même une certaine exposition et de manière qualitative, mais ça ressortira certainement dans les entretiens qui sont menés. Les personnes ont en effet dit qu'ils étaient non seulement inquiets pour eux-mêmes, mais aussi pour leur famille. Donc, c'est sûr que… Et effectivement, je rejoins ce que dit Gésine sur le fait que beaucoup de personnes… Alors, évidemment, c'est aussi lié à leur maîtrise du français, mais beaucoup de personnes disaient plutôt s'informer via des médias de leur pays d'origine ou des réseaux sociaux orientés vers des personnes du même pays qu'en regardant la télé, quoi. Rachid? Oui. Alors, du coup, effectivement, je rebondis sur cette remarque parce que c'est vrai que nous, il y a des questions un peu similaires qu'on a aussi posées dans l'étude, donc ce sera vraiment intéressant de pouvoir croiser les résultats. Et moi, donc, j'avais une question par rapport à la temporalité. Je ne sais pas si, du coup, dans les différentes études qu'on a vues aujourd'hui, vous avez aussi eu cette question-là, parce que du coup, on a commencé le recueil de données pendant le confinement. Ensuite, il y a eu la période de l'entre-deux où on commence à déconfiner. Là, on a le mois de juin où le déconfinement, il est un peu plus effectif. Du coup, voilà, on se questionne aussi sur la différence des perceptions dans ces différentes phases du recueil de données. Et donc, par rapport aux résultats que Anne vient de présenter, moi, je me demandais, comme j'ai compris que c'était longitudinal, enfin que cette étude s'intégrait au sein d'une étude longitudinale, est-ce qu'il y aura possibilité de comparer entre la prise de mesure précédente et la prise de mesure suivante pour voir vraiment l'effet de cette pandémie dans les résultats de l'étude? Anne? Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, on pourra vraiment comparer avant et après. Ce qu'on pourra faire également, alors nous, de la même façon que tout le monde, je pense qu'on va en fait très bientôt, enfin, dans les jours qui viennent, interrompre le recueil additionnel sur les questions du confinement et de l'épidémie, puisque effectivement, plus on avance, moins ce sera facile de d'être robuste. Donc voilà, ça va se terminer là, mais c'est vrai qu'on pourra faire le lien avec ce qui a été dit avant et après. Et surtout, je pense qu'on ira vérifier quand même si on n'a pas des effectifs très importants, qu'il n'y a pas une très grande différence entre ce qui a été recueilli vraiment pendant le confinement strict et puis après. Ça, bien sûr, c'est des choses qu'il faut faire. Ouais. Je peux vous aider.
Et longitudinal, ouais. Je peux compléter un petit peu sur, puisque je participe aussi ainsi que Maria à ce projet qu'a présenté Anne. En fait, pour répondre, enfin, d'abord, juste une précision parce que je ne suis pas sûre que par rapport à votre question, Rachid, ce soit clair. Quand vous parlez de le longitudinal, pour nous, c'est le longitudinal du protocole initial, donc Oui, qui n'a c'est rien ça. à voir avec le Covid. Et Oui. il se trouve qu'à l'intérieur de ce protocole où il y a des interviews, alors en ce moment téléphoniques, à un temps M0, à un temps M3 et à un temps M6, on profite de tout contact, enfin on a profité pendant le confinement de tout contact avec un enquêté pour passer le questionnaire. Mais donc le questionnaire Covid, il est transversal, il n'est pas longitudinal, première chose. Et ensuite, comme le dit Anne, par contre, on pourra le mettre en lien avec des données qui, elles, sont recueillies, sont longitudinales sur les conditions de vie de la personne, sur son score de santé mentale, etc. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que pour répondre à cette question qu'on s'est tous posée effectivement à partir du 11 mai, de comment on fait pour adapter nos questionnaires, qui étaient des questionnaires confinement, en fait, sur cette phase confinement, déconfinement flou. En fait, nous, les enquêtrices, on leur a demandé comment elles voyaient les choses et elles ont dit bah, c'est très simple, on va poser les questions, mais en les mettant en les remettant au passé proche, c'est-à-dire en disant pendant le confinement, qu'est-ce qui se passait pendant le confinement. Donc en fait, c'est vrai que on a un peu pris je dirais des libertés, comme on l'a tous fait là, pour mettre en place quelque chose de très rapide. On a mis en place un questionnaire qui a été délivré tel quel jusqu'au 11 mai et qui ensuite a été un petit peu modifié pour être passé au passé à partir du 11 mai. Et du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui se préparent, mais c'est vrai que je voudrais insister, enfin, je trouve que c'est frappant et c'est très intéressant. Alors là, on a eu 4 présentations. Sur les 4, il y en a 3 qui correspondent à des choses assez similaires, c'est-à-dire une enquête montée à toute vitesse avec les moyens du bord, je dirais, qui étaient différents pour les uns et les autres, mais sur des populations à la fois similaires, proches sans être semblables. C'est vrai que je rejoins tout à fait ce qu'a dit Maria tout à l'heure. Je crois que ce serait vraiment dommage qu'on ne profite pas de l'Institut Convergence, il est là pour ça, c'est-à-dire faciliter la mise en lien, la mise en commun. Et je crois que ce serait vraiment bien que très rapidement, là, dans les jours qui viennent, au moins ces 3 équipes-là qui fixent une visioconférence de réflexion sur comment est-ce qu'on fait pour mettre en commun ce qu'on peut mettre en commun. Après, c'est toujours difficile de mettre en commun parce qu'on n'a pas forcément les mêmes, c'est pas les mêmes données, c'est des populations jamais tout à fait comparables. Et puis en plus, Gésine et Rachid, vous êtes dans un projet européen, ce qui complexifie encore la mise en commun. Mais je crois qu'on peut au moins réfléchir à mettre en commun la valorisation. Et en plus, c'est vrai que nous, ce qu'on a vu avec, là, en particulier pendant cette crise Covid, c'est que l'Institut Convergence, il a quand même une visibilité qui est non négligeable et sur laquelle on peut s'appuyer pour valoriser mieux qu'on pourrait le faire chacun dans notre coin, quoi. Quand on arrive et qu'on arrive avec la force de frappe de l'Institut Convergence, même si on est dans les faits un petit institut, mais en fait, on commence à être assez connu et voilà, donc je vous propose vraiment qu'on s'appuie sur cette force du collectif pour mieux mettre en valeur nos recherches les uns et les autres. Et puis du coup, je vois Francesca qui a allumé sa caméra. Je pense que c'est un autre enjeu, mais tout aussi important, qui est l'enjeu de rendre visible ce qu'on a pu monter à toute vitesse et ce qui peut sortir, même si vous avez l'impression chacun dans votre coin que c'est quelques éléments. C'est très précieux de pouvoir apporter ces éléments. Et l'autre rôle de l'Institut Convergence, c'est vraiment le rôle de plaidoyer et de porter ce plaidoyer et de nous aider les uns les autres, parce que je crois qu'on est tous pareils, hein, les chercheurs, on n'est pas des journalistes. Et voilà. Mais donc, n'hésitez pas. Et voilà, Francesca, je te laisse la parole, mais vraiment, il faut le message que je veux faire passer, c'est appuyez-vous sur cet institut pour porter ce que vous avez à faire porter, quoi. Merci beaucoup. Je voulais juste dire qu'en fait, j'en ai pas parlé, mais on est en cours de rédaction pour répondre à l'ANR Covid avec un groupe de collègues anthropologues et créer donc
c'est plutôt dans la recherche-action, des ateliers sommeil, parce que je travaille, mais de manière non professionnelle. Enfin, je collabore avec une collègue anthropologue qui crée des ateliers sommeil pour les populations précaires. On est en train de réfléchir à un projet ANR, donc on a une réunion cet après-midi pour créer ces ateliers et pour les populations précaires et pour les soignants qui ont été exposés à cette pandémie et qui ont aussi des répercussions dans leur sommeil, dans leur vie privée. Donc oui, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans l'urgence et c'est une équipe pluridisciplinaire. Il y a un psychologue des hôpitaux de Marseille et puis une anthropologue, une artiste plasticienne qui crée les ateliers où rendre visible le rêve, donc on reconstruit le rêve. Et puis un doctorant qui termine sa thèse sur le Centre de maladies infectieuses de Marseille. J'ai toujours du mal avec du professeur Raoult. L'IHU. Voilà, l'IHU, voilà. Donc, il termine sa thèse sur l'IHU et qui donc participera. Mais je vous tiendrai au courant de ce projet sur les répercussions de la pandémie en santé mentale. Voilà. Merci. Merci. Il y a Gézine qui voulait parler. Ensuite, je vois une petite main chez Laurence Kotobi. Gézine? Oui, moi, c'est juste tout court pour vous dire, je trouve que c'est très intéressant de se mettre en dialogue. Et une des avantages qu'on a quand même, comme on n'a pas de financement, c'est pas un projet européen lourd, on peut pas faire ceci, cela. C'est-à-dire la flexibilité, on l'aurait. Hein, on sera pas, je crois qu'on ne sera pas handicapé par le fait que c'est une étude internationale. Ça fait partie des choses qu'on avait prévues dès le début, que chaque équipe peut aussi faire des choses. C'est pas pensé comme un frein. Parfait. Laurence. Oui, merci. Je vais tout à fait dans votre sens aussi parce que il me semble qu'on a une bonne, enfin, comme tu disais, l'Institut Convergence permettrait qu'on puisse unir nos forces. Et on a des exemples sur Paris, justement sur Marseille, sur Toulouse et nous sur Bordeaux. Je pense qu'il faudrait justement pouvoir donner à voir. Donc, quand tu proposais là de mettre en commun peut-être la semaine prochaine pour les 3 recherches présentées là ce matin, moi je suis tout à fait partante pour vous rejoindre par rapport à la recherche Premier Pas qui est toujours en cours, même si on n'a pas développé de façon tout à fait structurée une recherche là. Parce que j'étais prise beaucoup par le suivi pédagogique et la situation même de nos étudiants en difficulté. Mais il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être, je pense, qui peuvent être échangés justement sur des recherches au long cours avec tout ce qu'on a pointé, c'est-à-dire l'interprétariat, la difficulté de mesurer les questions de littératie. Et cette équipe cet institut pluridisciplinaire est vraiment bien placé pour ça. Quand on t'avait invité justement dans le séminaire Premier Pas, Annabelle, tu te rappelles, on avait discuté justement de cette question de pourquoi pas à l'Institut Convergence mettre en place des outils méthodologiques. Je pense que c'est vraiment l'occasion rêvée d'un projet qu'on avait un petit peu évoqué au tout début. Et dans le cadre du département santé, il y a notamment un des axes que je co-anime là, sur l'accès aux soins, l'interprétariat, la médiation. Je pense que ça éclaircit beaucoup Là, moi, je pense pouvoir déposer un projet avec les uns et les autres, sur, notamment, comme je l'ai mis par écrit, sur ce que je n'avais pas trouvé la petite main, désolée, le projet interprétariat, enfin, sur la question de l'interprétariat, par exemple, parce que ce n'est pas une question nouvelle, en fait, hein, elle n'est pas nouvelle, sauf que, justement, ça nous permettrait de pouvoir faire un échange. À Bordeaux, on a quand même eu 300 personnes qui étaient venues.
donc de tous horizons justement. C'était pas qu'un colloque universitaire, hein. C'était ça l'intérêt. Donc ça a pu être critiqué aussi pour ça parce que c'était peut-être pas forcément que universitaire, mais moi c'était vraiment l'esprit qu'on avait eu pour faire se rencontrer autour de la revue, c'était l'autre, hein, donc de Marie-Rose Moreau, et avec l'association MANA à Bordeaux et le master santé migration du département d'anthropologie. Donc il y a vraiment des questions, je pense, qui sont à saisir au-delà de l'urgence. Et peut-être que voilà, étudier cette urgence, mais avec la perspective aussi des expériences de fond et de nos retours d'enquête plus longitudinales, alors qualitatives et quantitatives, hein, ça prend beaucoup de sens, quoi. Voilà, donc je suis ravie. Je pense que c'est tout à fait important. Merci Laurence. Juste, il me semble qu'en fait, il y a deux choses différentes à faire, complémentaires et importantes. Il y a d'une part une mise en commun, enfin, une réflexion transversale sur les collectes de données qui ont pu être faites sur migrants et confinement. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le faire de toute façon. Et puis, ce dont tu parles, c'est-à-dire une mise en commun et une réflexion transversale plus large sur nos outils méthodologiques et tout ce qu'on peut apporter sur la question migrants et santé. Mais bon, là, je vais laisser la parole à Maria et puis à Anne, et je vais vous laisser conclure en fait. Mais ça, il me semble juste que c'est quelque chose qui peut particulièrement être travaillé lors de la journée de rentrée de septembre du département. Voilà. Et donc, officiellement, je remets ma présidence de séance à Maria et je clôt mon micro. Merci Annabelle d'avoir présidé cette séance et pour cette transition qui va très bien avec ce que je voulais dire à la fin. Merci à tous, merci à toutes les personnes qui ont présenté d'abord et puis merci de vous prêter à cet exercice qui n'est pas très simple de présenter des données très préliminaires. Voilà, alors évidemment, comme vous le savez, le séminaire sera diffusé. Ça pose toujours un tout petit peu question peut-être quand des données ensuite dans les analyses sont modifiées, etc. Je pense que c'est tout à fait possible de revenir sur certaines diapos ou de les flouter ou quelque chose comme ça si jamais voilà, vous souhaitez finalement que l'ensemble des résultats que vous avez présentés ne soient pas accessibles sur YouTube ad vitam aeternam. Mais en tous les cas, merci beaucoup de cet exercice. On est nombreux à avoir travaillé dans l'urgence et pour collecter ces données et pour les exploiter. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de résultats très intéressants qui vont en sortir dans les prochains mois. On va effectivement essayer d'organiser pour les personnes concernées une petite réunion pour voir ce qu'on pourrait essayer de faire, en tout cas entre les 3 projets qui ont été présentés aujourd'hui. Et puis, pour ce qui concerne plus largement le département santé de lycée migration, on continue. Alors là, voilà, on a été en visio ces dernières semaines. On continue donc l'année prochaine avec d'abord une réunion de rentrée le 14 septembre qui concerne l'ensemble des fellows et qui sera l'occasion de faire le point notamment sur le programme scientifique qu'on peut prévoir pour les mois suivants. Donc cette question de l'interprétariat, de l'adaptation de certains outils, etc. Enfin voilà, moi je suis d'accord que vraiment c'est des questions importantes et qu'il faudrait qu'on arrive à réfléchir collectivement pour voir s'il faut monter de nouvelles études, par exemple, pour tester la validité de certains outils, s'il y a des modalités d'interprétariat qui pourraient être évaluées. Enfin voilà, beaucoup de choses à creuser de ce côté-là et puis sur les autres thématiques qui sont travaillées au sein du département également. Donc le 14 septembre, la journée de rentrée pour les personnes affiliées à l'Institut Convergence Migration et le 15 septembre, journée scientifique annuelle qui là concerne toutes les personnes qui sont intéressées et qui portera cette année plus particulièrement sur la question des sources qui peuvent être utilisées pour étudier les migrations. Alors vraiment, c'est très vaste et ça va de sources archéologiques au recensement. Donc, je vous invite à consulter le programme et à y participer nombreux parce que ce sera absolument passionnant. Voilà. Et pour le reste, on décidera ensemble le 14 septembre de la manière dont on s'organise pour l'animation des rencontres scientifiques du département tout au long de l'année 2020-2021. Donc, voilà, moi, je vous remercie encore pour votre participation. Et puis, je vais laisser la parole à Anne qui peut clore voilà, en ajoutant des choses s'il y a d'autres choses à ajouter. Non, tu n'as rien oublié, donc je vais reclore. Merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt. Merci beaucoup, Marie et Anne. Merci beaucoup.
Merci. Vous tous et toutes, merci particulièrement Anne et Maria qui avaient si bien coordonné malgré tous les la distanciation sociale, etc. Voilà. On risque de dire un lien et ça n'a pas de soi parce qu'il y a beaucoup de sphères dans lesquelles je suis impliquée où le lien c'est beaucoup d'élité et j'ai pas du tout l'impression d'avoir perdu le contact avec ce groupe-là et je suis très contente. Merci d'être là. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, je coupe l'enregistrement. Ouais, moi aussi.